Bonjour et bienvenue dans ce 4e épisode de la série où j'écris un roman avec vous en 6 mois. Merci à tous ceux qui ont participé à travers leurs commentaires et leurs idées. Ça fait 2 semaines que j'ai pas posté parce que ces 2 semaines étaient extrêmement chargées dans mon emploi du temps et c'est quelque chose qui peut arriver quand on écrit sur un délai assez long de 6 mois. Il y a des semaines où on aura beaucoup plus de dispo et des semaines où on n'aura absolument pas une seconde à consacrer. Mais l'important c'est, pendant ces périodes où on ne peut pas écrire et avancer concrètement sur son roman, c'est de toujours l'avoir en tête et c'est ce que j'ai fait. J'y ai beaucoup réfléchi, j'ai eu plein d'idées, je l'ai noté à chaque fois. Et c'est ce qu'on va voir à travers cette vidéo aujourd'hui. Toutes les idées que j'ai eues qui ont participé à ce que j'avance beaucoup plus sur le monde, sur son histoire, sur l'intrigue que je vais vous présenter et aussi sur des nouvelles idées de personnages. Et puis donc ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est tout le travail issu de cette réflexion-là qui va se créer sous vos yeux tout de suite après sur mon écran et toutes les nouvelles idées. Et ensuite, on va commencer à écrire les scènes en direct. Et puis ensuite, les semaines prochaines pour moi, ce seront des semaines où je vais vraiment beaucoup écrire pour avancer. Et je vais peut-être laisser plus de place aux personnages pour qu'ils prennent vie et surtout pour qu'ils prennent un peu l'histoire et qu'ils s'en imprègnent. Ce qu'on va voir aujourd'hui, donc, c'est plus d'informations sur le monde, sur la carte que j'ai créée, plus d'explications sur le passé de ce monde. Ensuite, on va voir l'intrigue que j'ai quasiment terminée, je pense, au stade auquel je suis. J'ai le début, j'ai à peu près la fin. On va aussi voir les nouvelles idées de personnages que j'ai eues. Et surtout, on va regarder donc le squelette qui commence à se créer et les scènes. Et puis, je vais commencer à rédiger, si on a du temps aujourd'hui, sous vos yeux. Et on passe tout de suite sur mon écran. Alors, on commence. Là, c'est le fichier de la dernière fois que j'ai renommé donc à la date du jour, semaine 5. Et là, c'est la carte que j'ai avancée depuis la dernière fois. Donc, ce qu'on avait vu, c'était donc notre fameuse cité, celle-ci, la cité de l'agriculture. Je n'ai toujours pas trouvé de nom pour cette cité, mais bon, ça viendra au fur et à mesure, c'est pas important. Ensuite, là, on voit toutes les autres cités. Donc ça, c'est un peu une photo du monde actuel. Donc on a la cité ici dans laquelle il y a tous nos personnages, ceux qu'on connaît déjà. Là, c'est une autre cité, je pense que ce sera peut-être celle-ci, la cité du savoir. Et en fait, pour l'instant, toutes les cités se ressemblent, hein, mais elles ont bien sûr des particularités. Elles sont bien sûr, quand on regarde en zoomant dans chacune d'entre elles, pas du tout organisées de la même manière. Elles seront toutes organisées selon leurs particularités. Là, l'idée, c'était de montrer que chacune des cités était proche, plus ou moins proche ou éloignée des autres cités. Là, on a une cité qui est toute petite, mais ça veut juste dire qu'elle est très loin. Celle-ci, elle est encore plus loin. Celle-là, un peu moins loin. Celle-ci, elle est plus proche. Enfin voilà, vous comprenez l'idée. Et toutes ces cités-là ont une particularité. Et maintenant, je sais exactement comment ces cités sont organisées et en fonction de quelles particularités. Et ça a un lien très important avec la sélection qu'il va y avoir donc le jour de la foire annuelle pour sélectionner l'emplacement et les cités dans lesquelles iront chacun des enfants. Mais je reviendrai plus tard là-dessus. Donc là, les flèches rouges, ça veut juste dire que c'est la distance qu'il y a à parcourir donc entre la cité et ce petit truc tout au milieu. Donc quand je zoome, c'est aussi une mini-cité. Mais en fait, cette cité-là, au milieu, c'est celle qui accueille la foire annuelle. Et, euh, donc, j'ai tranché la foire annuelle a tout le temps lieu, toujours dans cette cité-là en particulier. Et je vous expliquerai pourquoi, parce que sa spécificité à cette cité, pardon, sa spécificité, c'est qu'elle elle est peuplée de personnes qui adorent tout ce qui est échange, partage, etc. Et c'est pour ça que c'est cette cité-là en particulier qui accueille toutes les autres cités durant la foire annuelle. Donc voilà donc une carte du monde. Et pour l'instant, quand on commence notre histoire, on est dans cette cité-là, la cité de l'agriculture. Et quand il faudra, enfin, quand ce sera le moment pour la foire annuelle, la sélection des enfants, etc., on sera sur cette autre cité. Donc, pour l'instant, je n'ai pas encore le nom, mais en tout cas, pour la foire annuelle qui se déroule une fois par an, j'ai pas encore de période. C'est quelque chose qui sera pas très long, moins d'un mois et pas très court, donc plus de quelques jours. Et tous les. Alors, c'est pas tous les membres d'une cité parce que ce serait impossible, intenable, mais c'est certaines personnes, certaines familles, peut-être normalement les familles qui ont un enfant qui vient d'avoir 15 ans, qui vont se rendre donc dans cette cité pour la foire, la sélection. Et bien sûr, je suppose des représentants de chacune des cités, donc peut-être des gens
les gens qui sont au pouvoir, peut-être des gens qui sont des délégations de gens qui sont dans l'échange. Enfin bref, j'ai pas encore détaillé tout ça, mais voilà. Donc, ce n'est pas tout le monde qui va à la foire annuelle. C'est déjà au minimum toutes les familles qui ont un enfant de 15 ans pour qu'ils puissent passer les tests et être sélectionnés et puis ensuite aller dans une cité, passer une année dans une cité ou dans une autre. Et c'est aussi d'autres personnes, donc des personnes plus ou moins importantes de la cité ou qui ont un rôle particulier à jouer lors de cette foire. Donc voilà, ça c'est la carte, on va la garder sous les yeux. On va revenir plus ou moins sur cette carte au fur et à mesure de l'avancée de cette vidéo. Petite information sur l'histoire. Donc j'ai bien réfléchi à l'histoire de ce monde. Ce monde, donc on n'a pas encore son nom. Je verrai par la suite s'il sera pertinent de trouver un nom pour ce monde ou si on le laisse dans le flou. En tout cas, on aura bien un nom pour chacune des cités. Mais voilà, initialement, il y a très très longtemps, j'ai pas encore défini de temporalité là-dessus, mais c'est peut-être des centaines d'années, mais plutôt des milliers d'années. Toutes ces cités, en fait, étaient reliées en un bloc, en un seul bloc. Et ça composait vraiment un monde où toutes ces parties de ce monde-là, en fait, qui sont maintenant séparées les unes des autres, été toutes regroupées. Et il y avait une libre circulation entre tous ces peuples qui se trouvent sur ces différentes cités. Et au fur et à mesure, à un moment donné, il y a eu un espèce de schisme, une rupture. Et en fait, ces blocs de monde se sont séparés. Et qu'est-ce qui explique cela? En fait, c'est à partir d'un certain temps, les gens ont commencé à se rassembler dans des zones en fonction de leurs affinités. Euh, et tous les gens qui se ressemblaient, autour d'une certaine ressemblance dont je vais vous parler, d'une affinité peut-être ici par rapport à l'agriculture, d'une affinité peut-être dans ce monde-là, dans cette cité-là par rapport à la recherche de la connaissance et des choses comme ça. J'ai d'autres spécificités pour d'autres cités, je vous en parlerai plus tard parce que c'est des choses qui sont importantes et utiles surtout pour la suite du roman. Mais voilà, donc aux origines, toutes ces cités étaient collées et il y a plusieurs millénaires ou plusieurs centaines d'années, euh, plusieurs, enfin ouais, bon bref, ça je sais pas encore, mais je l'affinerai au fil de l'avancée. Il y a eu cette séparation. Cette séparation est due au fait que les gens, au lieu au lieu de se regrouper et de favoriser des échanges à travers des personnalités différentes, les gens se sont regroupés par affinité, par personnalité. Et, et au bout d'un moment, à force d'être toujours ensemble au même endroit, c'est comme s'ils avaient eu un espèce d'effet nocif sur la terre dans laquelle ils étaient. Et quand je dis terre, je ne parle pas de terre au sens où on l'entend nous aujourd'hui, donc la terre qui se trouve sur la planète Terre. Non, c'est quelque chose qui vole là, c'est dans l'univers, on ne sait pas trop où c'est. C'est quelque chose qui se trouve dans l'espace. J'ai pas encore défini ça, mais voilà, en tout cas, ça flotte. Tout ça, ça flotte. Et en tout cas, à partir d'un certain temps, comme toutes ces personnes qui se ressemblaient autour d'une certaine ressemblance que je n'ai pas encore définie, toutes ces personnes, à force de rester éloignées les unes des autres, c'est comme si elles avaient eu une espèce de punition qui venait de la terre qui les portait. Et il y a eu une rupture, une vraie rupture géologique, et ces bouts de terre se sont séparés. C'est un peu comme si l'univers, ou alors la terre qui les portait tous, leur a dit, bah, OK, si vous voulez rester séparés les uns des autres, eh ben, vous serez vraiment séparés physiquement, et je m'écarte. Et c'est comme ça que les cités mondes sont venus au jour. En fait, c'est juste une partie de ce monde-là qui s'est détachée des autres et ils se sont éloignés plus ou moins les uns des autres. Et de là naît une information très importante de mon roman qui sera vraiment, je pense, le thème du roman. Et je suis bien contente de l'avoir trouvé. C'est le fait que dans ces mondes, il y aura des gens qui vont vouloir favoriser le rapprochement des cités les unes des autres, et notamment le fait de l'existence de la foire annuelle, de ce regroupement annuel de tous les membres de la cité, c'est une action en faveur du rassemblement de tous ces peuples différents. Euh, et bien sûr, il y aura des gens qui vont vouloir exactement le contraire, et ça, c'est la secte. La secte va vouloir que ces gens-là restent séparés les uns des autres. On trouvera une explication à cela au fur et à mesure. Pour l'instant, c'est pas encore clair dans ma tête, mais je finirai par la trouver. Mais en tout cas, voilà. On a des gens qui veulent rassembler
ces cités-là et faire en sorte de retrouver ce monde uni qui existait il y a des millénaires ou des centaines d'années. Et au contraire, il y a des gens qui veulent pousser au contraire la séparation. Et ça, c'est l'objectif de la secte. Donc voilà, pour ça, c'est clair. Je vais clarifier là ces 2 dernières semaines dans ma tête. Et ça va être un peu le contexte du monde, le contexte global du monde dans lequel mon intrigue va se dérouler. Et là, je vais vous expliquer donc l'intrigue que j'ai trouvée et l'intrigue de ce premier roman. Alors donc, la secte, objectif de la secte, c'est ce qu'on avait dit la dernière fois, laisser les cités séparées les unes des autres. Voilà, voilà, ça c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Euh, et donc oui, la secte, pour, pour, c'est son objectif suprême en fait. L'objectif suprême de la secte, c'est de laisser les cités se séparer les unes des autres. Mais donc elle va avoir des sous-objectifs. Et qu'est-ce qui fait qu'on sépare les gens? C'est comment séparer donc ces espaces-là, on sépare ces espaces-là en séparant les gens qui sont sur ces espaces-là. Et comment on fait pour les séparer? Donc, on va induire des conflits. Induire des conflits réguliers, des mésententes, de la mésentente, pardon, de la peur, peut-être, de la mésentente, de la peur, du dégoût, enfin, tout ce qu'on peut faire pour que les gens soient séparés les uns des autres et surtout qu'ils n'aient pas envie de se rapprocher. Donc, on va déjà les séparer physiquement et ensuite, on va surtout les séparer mentalement à travers la peur, le dégoût, la mésentente et bien sûr des conflits. Et ça, c'est les sous-objectifs de la secte que je vais créer dans ce monde. Et on a donc son objectif suprême et ça, c'est sous-objectif. Et donc, mettre le feu dans la bibliothèque ou alors dans la zone où il y a l'école dans la cité de l'agriculture, bah ça, c'est euh, une action qui répond à un des objectifs. Donc voilà, maintenant qu'on est clair sur notre secte, qu'on comprend son objectif global, on va aller voir un peu plus loin l'intrigue de ce roman-là. Donc, cette intrigue va se dérouler autour des objectifs de mes personnages, mais aussi des objectifs de la secte et des objectifs de ceux qui sont, qui gouvernent ces cités-là et qui ont un objectif de rassemblement. Voilà. Et donc, là, je vous ai raconté l'origine du monde, l'objectif de la secte, et, et donc, en fait, dans chacune de ces cités, il y a un groupe que j'ai appelé les constructeurs. On trouvera un meilleur nom plus tard. Et c'est des gens qui sont situés dans chacune de ces cités-là, ces gens-là sont ici, ici aussi, enfin bref, partout. Et en fait, leur rôle, c'est de créer un pont. Ils veulent créer des ponts. Le pont, ça va être aussi quelque chose d'important dans ce roman. C'est des gens qui sont dans cette cité et peut-être dans celle-ci et qui veulent créer un pont entre ces deux cités pour les relier. Et en fait, comme je suis dans un monde un peu de fantasy, je vais essayer de trouver une explication un peu magique, un peu mystique à la création de ces ponts-là. Donc, on va pas juste les créer physiquement. Il faut qu'il y ait une explication un peu, un peu mystique dans la création des ponts. Et en fait, là, j'ai eu une idée. Quand quelqu'un meurt, en fait, quand quelqu'un meurt dans ce monde-là, c'est pas comme chez nous, on l'enterre pas, ou alors on ne va pas le brûler, on va plutôt le transformer en brique de pont. Non, c'est pas une brique dans les ponts, c'est un pavé. Quand quelqu'un meurt, alors je sais pas si c'est systématique, on verra plus tard, mais en tout cas, quand quelqu'un meurt, il peut se transformer en pavé pour contribuer à la construction du pont. Il se transforme en pavé, contribuer à la construction. Et c'est comme si en fait il transférait toute son énergie vitale, tous ses atomes, et qu'il y avait une espèce de réaction chimique ou quelque chose lié un peu peut-être à de la magie ou je sais pas encore, et qui fait que cette personne, alors elle va pas se réincarner en pavé, mais elle va se transformer. Il faut peut-être penser à de la chimie élémentaire. Peut-être que dans ce monde, il y a des réactions chimiques qui permettent de transformer tous les atomes d'un individu quand il meurt en quelque chose de solide avec laquelle on fait un pavé pour continuer de créer le pont. Donc il faut s'imaginer, je vous ferai un schéma un peu plus tard, peut-être la prochaine fois, mais
pour imager cette chose. Et donc, dans la cité, les constructeurs passent leur temps à créer des ponts, à créer des ponts. Et en fait, dans l'idée globale que lorsqu'en fait cette cité-là aura fini de créer son pont et que celle-ci aussi, les deux ponts au bout d'un moment vont se rejoindre. Et quand les deux ponts vont se rejoindre, on aura un accès à pied entre deux cités. Et quand l'accès est créé, on renforce le lien de la cité. Et là, on renforce le lien de cette cité. Et je pense que petit à petit, une fois que le pont est créé, ben en fait, la distance entre ces deux cités va se raccourcir. C'est-à-dire que le pont va devenir de plus en plus court au fur et à mesure que des gens le traversent à pied. Et ça, c'est pour renforcer l'idée que les bâtisseurs, enfin les constructeurs dans ces cités-là, contribuent au rassemblement des cités, avec pour objectif final, c'est que une fois que le pont sera raccourci au minimum, ben en fait, c'est à ce moment-là que les deux cités vont venir se coller et on va les recoller. Donc ça, c'est quelque chose de très important qui sera vraiment une chose, une idée globale de ce premier roman pour que les gens aient pour objectif, enfin certaines personnes de ces mondes-là aient pour objectif le rassemblement. Alors quand quelqu'un meurt, il se transforme en pavé pour contribuer à la construction d'un pont. Euh, Plus les ponts sont fréquentés par des gens à pied ou peut-être à cheval, je ne sais pas encore s'il y a des chevaux ou des animaux équivalents, euh, plus les ponts sont fréquentés, plus les ponts raccourcissent. Je vous ferai un schéma pour que ce soit plus clair peut-être. Et quand, euh, et quand le pont est raccourci au maximum, les cités, alors elles vont pas fusionner, mais elles vont se coller. Les cités mondes vont se recoller. Voilà. Donc voilà, il y a des constructeurs dans chacune de ces cités qui vont contribuer, pardon, à créer des ponts à l'aide de pavés. C'est un peu l'image de où on va paver le chemin du rapprochement. Et en fait, on peut soit construire, je pense, le pavé, soit il y a un rapport avec le fait que quand quelqu'un meurt, il se transforme en pavé. Euh, c'est très moche dit comme ça, mais il faut que je trouve une façon de le présenter beaucoup plus sympa. Mais voilà, toujours dans l'idée de rassembler, 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 rassembler. Et comme ça, on s'oppose à la secte qui veut, elle, séparer, séparer, séparer. Et je pense que à l'heure actuelle, personne ne connaît l'existence de la secte. Peut-être qu'il y a des gens qui la soupçonnent, mais en fait, je pense que quand on commence notre histoire, personne ne sait que la secte existe. Et ça, ce sera intéressant pour mon intrigue. Donc voilà, là, on a un peu plus d'informations sur le monde, sur ce qui s'y déroule, et là, on va avoir notre intrigue principale. Donc en fait, l'intrigue, maintenant que j'y ai réfléchi plus longuement, il va y avoir plusieurs intrigues différentes. En fait, c'est pas plusieurs intrigues, c'est plusieurs parties, sous-parties de ce roman. Donc la première partie, je pense que ce sera lié à la partie où on va sélectionner les différents enfants et qu'on va les envoyer dans certaines des cités. Et donc ce sera la partie 1, je pense. Parce que en regardant, en étudiant toutes les scènes que j'ai vues la dernière fois, bien sûr, je pense comme on me l'a fait noter par commentaire, effectivement, ce sera beaucoup trop long pour le chapitre 1. Ce sera peut-être toute la première partie du roman. Le premier tiers, peut-être. Le premier tiers, c'est la partie 1, qui sera le premier tiers de mon roman. Et là, en fait, on va installer le contexte du monde et tout ce que je viens de vous expliquer, en fait, finalement. Histoire, les ponts, la secte, peut-être. Non, non, pas la secte, parce que ça viendra dans une seconde partie. Histoire, les ponts, euh, l'objectif de rassemblement, de rapprochement plutôt. Peut-être les coutumes, donc les coutumes comme la foire annuelle, les choses comme ça, le fait d'envoyer des enfants de 15 ans à 7 ans dans des cités différentes. Voilà. Donc ça, c'est la partie 1. Notre partie 1, c'est celle-ci. La partie 2, la partie 2, ce sera quand on... C'est le second tiers, en fait. La partie 2, c'est quand
c'est quand nos personnages principaux vont commencer à avoir des informations sur la secte, à comprendre qu'il y a quelque chose de grave qui se trame, pardon. Alors, les personnages principaux, qui sont des enfants hein, dans ce roman-là, les personnages principaux vont s'apercevoir que quelque chose de grave se trame. Et en fait, ils vont arriver à la conclusion et vont arriver à la conclusion qu'il faut arrêter la secte. Et donc, en toute logique, la partie 3 sera consacrée à la mission d'arrêter la secte. Partie 3. Ok. On va arrêter la secte dans cette partie 3. Donc voilà les trois parties du roman. L'intrigue, en fait, finalement, ce sera stopper les agissements de la secte, comme on l'a dit, et c'est comme ça que ça va se dérouler. Voici les sous-parties, en fait, les sous-parties de cette intrigue. Ensuite, ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir comment on amène cette première partie. Et donc, on va regarder maintenant comment on fait pour rentrer ces arcs secondaires, en fait, dans notre intrigue principale. L'intrigue principale, ce sera le fil conducteur de mon roman. Et là, je vais devoir placer, en fonction de l'importance que j'ai envie de leur donner, ces éléments-là en rapport avec mon intrigue principale. Et c'est ça qui va vraiment me permettre de préciser toutes ces scènes-là et de me dire, OK, qu'est-ce que je vais mettre comme scène, qu'est-ce que je vais mettre à l'intérieur des scènes aussi, et comment je les agence, lesquelles je mets avant les autres, un peu comme dans un tableau Gantt. Qu'est-ce qu'il faut absolument faire apparaître avant une certaine info. Et là, je vais vous faire un schéma, je pense, parce que je le fais beaucoup à la main. Et c'est ce qui me permet de voir clair quand j'ai plusieurs arcs narratifs et quand j'ai enfin mon intrigue, mais voilà, je vais vous faire un schéma tout de suite. Alors, donc là, je vais vous partager donc ce que je vais faire comme schéma pour que ce soit clair dans ma tête mon intrigue, surtout quand j'ai plusieurs arcs. Alors, je vais dessiner mon intrigue principale. Donc en fait, là, j'ai la timeline de mon roman. Mince, ça c'est. Là, en fait, c'est mon roman. C'est ma timeline. Super. Dans ce premier tiers, je vais avoir donc la partie 1. Là, je vais avoir la partie 2 et la partie 3. De mon intrigue, hein, bien sûr, on s'entend. Alors, désolée, je écris super mal à la main, mais je le dis à l'oral, comme ça vous comprenez. Donc, j'ai ma partie 1, ma partie 2, ma partie 3, et en fait, là, je vais venir mettre tous mes arcs secondaires pour que ce soit plus clair dans ma tête, tous les arcs secondaires que j'ai et les histoires. Donc, ici, en fait, on va installer le contexte du monde, histoire, les ponts, l'objectif, le rapprochement des coutumes. En fait, là, la partie 1, son objectif, c'est euh, l'objectif, c'est, OK, quel est l'objectif en fait? Donc, c'est c'est ce que j'ai dit avant en fait, installer le contexte, voilà, comme ça que je vais présenter les choses. Et en fait, au début, on rencontre les personnages, tout est possible, tout est possible dans le sens où ils peuvent, on ne sait pas encore dans quelle cité ils vont aller. Ensuite, on connaît uniquement la cité d'agriculture. Et, et on a une idée des différentes relations qui existent entre les personnages. Et à la fin, en fait, il faut qu'il y ait une évolution. Autrement, il n'y a pas d'histoire à raconter, forcément. Donc, ça, c'est le début. Et la fin, et la fin donc de cette partie 1, on sait où sont chacun des personnages.
Alors, c'est pas clair comment je l'écris, mais en gros, là, à la fin de cette partie 1, là, quand on sera ici, dans ce trait, chacun des personnages aura son rôle dans ce monde, en fait. Chacun des enfants sera placé dans une cité plutôt qu'une autre. Et chacun, en fait, va un peu démarrer sa nouvelle vie parce que dans toute l'année qui l'attend, toute cette année, il sera placé dans une cité différente. Et là, en fait, on va le suivre. Et comme nous, on va suivre à la fois euh, le point de vue de notre personnage Sora qui sera sur une île différente, plus le point de vue des autres personnages principaux, on sera à chaque fois entre différents emplacements. Mais en tout cas, c'est à la fin de la partie 1 ici qu'on saura quel sera l'environnement, le nouvel environnement de vie de ces personnages-là, de chacun d'entre eux. Donc voilà, on sait où sont chacun des personnages. Ok, très bien. Dans la partie 2, au début, donc l'objectif de la partie 2, c'est celui-ci. Au début, au début, ils ont des petits doutes qui s'installent. Cette partie 2, ce sera comme une résolution, comme la résolution d'une énigme, en fait. Ils vont avoir plein d'informations. Donc, je vais devoir mettre dans mon roman plein d'informations, des détails, un peu comme quand on écrit une enquête. Bon, c'est pas trop ça, mais c'est un peu comme, OK, il y a une énigme à résoudre. Et là, dans cette partie 2, et un tout petit peu aussi dans la partie 1, je vais distiller tous mes ingrédients pour que les personnages, petit à petit, commencent à comprendre des choses. Et à la fin de la partie 2, à la fin de la partie 2, on sait, euh, on sait, on sait qu'il y a une secte qui existe. On comprend un peu ce qu'elle prépare et on décide de l'arrêter. Et donc là, dans la partie 3, c'est très clair, l'objectif c'est d'arrêter la secte. Au début, comme ça c'est plus clair, au début, on a du mal, bien sûr, c'est logique, on a du mal à arrêter la secte. Et à la fin, on a une victoire. Et je ne sais pas si vous vous en doutez, au stade actuel, mais moi, je pense que j'ai de moins en moins de doutes. À mon avis, cette victoire sera une victoire euh, partielle, et en fait, ce qui va nous mener vers peut-être un tome 2, un tome 3. Euh, cette victoire, en fait, parce que la secte, ce serait trop facile si juste des enfants de 15 ans pouvaient l'anéantir. Autrement, ce serait trop facile. En fait, non. À la fin, quand les personnages, alors c'est mon idée, hein, et c'est sûr que ça va évoluer au fil de l'écriture, mais en fait, là, ce que je pense, c'est que quand on va, à la fin, quand on va penser qu'on a réussi, qu'on a combattu la secte, là, on va voir qu'on a juste, en fait, coupé une tentacule de la pieuvre qui est beaucoup plus grande que ça, une pieuvre géante, et ça va nous mener vers les tomes 2, 3 et 4. Alors, c'est peut-être ambitieux de penser ça, mais à mon avis, avec tous les arcs auxquels j'ai pensé à l'histoire du monde, il y a vraiment matière à aller aussi loin. Donc voilà, là, on a nos trois parties. Et donc maintenant, je reviens sur mon schéma. Partie 1, partie 2, partie 3. Ça, c'est ça, c'est les détails de mon intrigue. C'est vraiment les détails de mon intrigue. Donc ici, ici, ce qu'on va mettre, c'est voilà, ok. Il y aura plein de recherches, plein de. En fait, on va, comment on le dit en français? On va connect the dots. En fait, il va y avoir plein d'éléments dans leur environnement, plein d'informations qu'ils vont devoir mettre en commun. Voilà, c'est ça, c'est parfait. Mettre en commun des informations. Ah, et ça, c'est parfait. Comme ça, en fait, chacun de mes personnages va se retrouver, de mes personnages principaux, va se retrouver dans une cité différente. Et en fait, ils vont devoir communiquer entre eux, regrouper des informations pour essayer de comprendre ce qui se déroule. Et en fait, c'est leur coopération qui va faire en sorte qu'on va comprendre ce qui se trame. Voilà, donc mise en commun des informations, coopération. Et ce sera important. Pourquoi est-ce que c'est important la coopération? Parce que en fait, dans un des arcs secondaires que je vais mettre, où sont mes arcs? Ils sont là.
on va faire en sorte qu'il y ait un conflit entre certains personnages qui vont devoir régler leurs problèmes, arrêter leur conflit personnel pour aller justement résoudre un conflit beaucoup plus grand. Et ça, c'est intéressant parce que c'est le fait, euh, c'est c'est le fait de les obliger, on est là, c'est le fait de les obliger à mettre en commun des informations que et le fait que la coopération soit primordiale pour l'atteinte de cet objectif qui est beaucoup plus grand que juste leurs émotions en tant que personnages. C'est ça, en fait, qui va les mener à se rabibocher, à s'entendre à nouveau. Et donc, c'est bien parce que au début, dans la partie 1, quand je vais vraiment établir le contexte, je vais faire en sorte qu'il y ait, alors peut-être une dispute ou je sais pas, mais en tout cas des personnages qui sont censés s'allier dans cette partie 2 et surtout dans la partie 3 pour combattre la secte, qui ne s'entendent pas dans la partie 1. Et voilà, ça va me permettre de créer une évolution avec mes personnages. Donc ça, c'est super. C'est super. Non pas que le conflit soit super, mais pour mon roman, ça tombe à pic. Voilà, donc la partie 2, mettre en commun des informations, coopération et découverte. Découverte de l'objectif de la secte. Et donc, dans la partie 3, c'est combattre la secte. Ça, c'est combattre la secte. Euh, et là, c'est découvrir, comprendre, découvrir, comprendre, et j'écris vraiment trop mal. Découvrir, comprendre, et heureusement qu'on n'écrit plus des romans à la main aujourd'hui. Découvrir, comprendre et décider de combattre la secte. Décider d'agir plutôt. Super. Et donc, la partie 1, c'est un peu le monde, pas des bisounours, mais c'est un peu le monde où tout va bien tout va bien et chacun est encore en train de penser qu'il va penser uniquement à ses objectifs en tant que personne et pas à des objectifs plus grands. Donc, la partie 1, on est les objectifs personnels. Voilà, les objectifs personnels de mes personnages. Super. Et donc là, partie 1, on a donc la foire qui est un élément important. Non, en fait, sur ce schéma-là, ce que je vais vous mettre, c'est uniquement les arcs secondaires et l'intrigue principale. Donc là, j'ai mon intrigue principale qui a été découpée en plusieurs sous-intrigues. OK. Ensuite, mes arcs secondaires. Voilà. Donc en fait, on a donc la relation entre Nathan et son frère qui semble particulière. Ça, j'ai pas encore creusé. J'ai pas trop d'idées, donc je le mettrai peut-être plus tard dans le roman. Pour l'instant, je vais le laisser tomber. Euh, on a quelque chose qui est très important qui arrive dans leur vie, c'est l'échange annuel des 15 ans. Et donc, dans toute cette partie 1, là, à la fin, comme on a dit que l'objectif final de cette première partie, c'était qu'ils sachent, chacun d'entre eux sache dans quelle cité il va aller. Alors, ce que je disais là, c'est dans mes arcs secondaires, voilà, je vais tracer des histoires en parallèle, en fait, ce qui se passe en parallèle. Donc, on a l'amitié, par exemple, je prends ça. L'amitié entre Sora et P3. P3, faut vraiment que je trouve un nom, mais c'est pas important, on verra par la suite. Euh, Amitié entre Sora et P3. Je vais changer de couleur. Amitié entre Sora et P3. Je vais prendre du bleu. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que ici, en fait, là, c'est un peu leur amitié. Et en fait, il va y avoir des hauts et des bas. Je pense que dans la partie 1, on a le côté espérance. Et c'est ce que j'avais mis dans ma première page, c'est que c'est qu'en fait là on a Sora qui est trop pressée de revoir P3 et on sait pas trop ce qui se passe dans la tête de P3. Et quand la foire arrive, on a un malaise et peut-être que on va avoir à un moment une discussion et ce sera une dispute. Et ils seront en état là, dans la partie 1, toute la partie 1, en fait, ils ne se parlent plus. On ne sait pas pourquoi. Bon, je vais le créer, bien sûr, mais voilà. En tout cas, leur relation évolue. Comme c'est un arc secondaire, il faut que ça évolue aussi. Donc, on a de l'espérance du côté de Sora. Elle est pressée de le revoir. C'est comme, il faut essayer de se souvenir quand on était tous petits et qu'on avait peut-être un de nos amis dans notre classe qui déménage et on est trop pressé de le revoir pendant les grandes vacances et on est super pressé. Et on arrive et hop, il fait pas attention à nous, il s'est fait des nouveaux amis
Et en fait, tout ce qu'on pensait qu'on allait faire avec lui, bah, tout tombe à l'eau parce qu'en fait, il a changé de vie. Ça fait trop longtemps qu'on s'est pas vu. Et voilà. Et ça, c'est quelque chose. Essayez de vous reconnecter à vos souvenirs d'enfance, primaire, collège. C'est quelque chose qu'on a tous un peu vécu, je pense. Mais en tout cas, c'est ce que Sora va vivre. Là, il y aura un malaise entre Sora et P3. Là, bien sûr, des disputes. Et voilà. Et dans la partie 2, ils seront tous les deux séparés physiquement. Chacun sera sur une cité différente parce que là, comme on a dit que Sora, c'était sa 15e année, elle allait être forcément déplacée ailleurs. Et donc, en fait, on va appeler cette période le vide. Il n'y aura pas de contact entre les deux. Le vide, le manque, peut-être. Des deux côtés, hein. Peut-être que P3 va se souvenir qu'il avait une amie qui s'appelait Sora et peut-être que ça lui manque et qu'ils vont essayer de se recontacter. Le vide, le manque, là, il y aura donc le contact. Et là, en fait, on sera en discussion, discussion pas permanente, mais une discussion normale. Et ce sera en rapport justement avec ce qu'on a mis juste avant, là, ici, en rapport avec l'intrigue. Ils vont être obligés de se reparler parce que il va y avoir des choses qui vont se passer à différents endroits, qui vont les inquiéter, je pense, tous les deux, et qui vont les obliger à mettre en commun ces informations. Voilà. Et là, en fait, ils sont ensemble physiquement ou mentalement, je ne sais pas encore, mais en tout cas, ensemble dans le sens associés dans le même combat contre contre la secte, ou alors ensemble physiquement, dans le sens, dans le même endroit géographique, ou alors ils sont ensemble dans le sens où ils sont amis, ils communiquent, et voilà, ils sont ensemble mentalement, émotionnellement. Mais voilà, dans cette partie 3 ils seront ensemble parce qu'ils auront un ennemi plus gros que juste une histoire d'enfants qui ne se parlent plus. Voilà. Et à la fin, ils sont super amis. Je l'écris comme ça, mais bon, super amis. Super amis ou autre, je sais pas. Ou plus si affinité, je sais pas encore. On verra en fonction de l'intrigue. Mais voilà, ça c'est donc mon arc secondaire entre Sora et P3. Il va évaluer comme ça. Et en fait, chacune de ces éléments, pardon, chacune de ces sous-parties de ma partie va se dérouler en plusieurs scènes. Il n'y aura pas juste une scène qui va montrer que Sora euh, espère revoir son ami P3. Non, il y aura peut-être une phrase dans une scène ou alors une scène complètement qui va parler ça. Mais en tout cas, c'est des informations. C'est comme ça que va évoluer cet arc-là. Maintenant, on va regarder un autre arc secondaire. Donc, c'est la sélection pour l'échange annuel des 15 ans. Je vais encore changer de couleur. Et en fait, je pense que mon futur lecteur, quand il sera en train de lire le roman, lui, pour l'instant, le point de vue qu'il aura, c'est au début, c'est celui de Sora. Et Sora, son objectif, c'est aller dans la même île que P3 pour son échange. Et en fait, ça va être un peu, le lecteur va penser que ce qui est le plus important, c'est l'échange annuel et dans quelle cité il va se dérouler. Mais en fait, c'est pas quelque chose de très important. Donc voilà, ici, on a Sora. Bon, elle espère beaucoup parce que Sora espère aller sur l'île où il y a P3. Donc, en fait, c'est non. En fait, là, 15 ans, c'est plutôt comme ça. Elle a 15 ans. Ensuite, il y a la foire et les tests surtout. Et là, on a la nouvelle cité. C'est ça, en fait, cet arc d'échange. La nouvelle cité. Ensuite, dans la partie 2, il n'y a pas forcément de partie 2 dans cet arc-là. La partie 2, c'est la partie 2 de mon intrigue. Mais en fait, je pense que elle, on va lui faire un peu l'arc de l'héroïne. C'est qu'en fait, elle va être dans un nouvel environnement qui est hostile, nouvelle cité. Et en fait, cet environnement sera hostile. Environnement, un R2N, je crois. Environnement hostile. En fait, au début du roman, quand elle commence, elle est dans sa petite cité de l'agriculture, entourée de ses amis, de sa famille, dans son petit monde qu'elle aime bien. Et en fait, là, j'écris vraiment trop mal. En fait, là, elle va atterrir dans un environnement hostile où les gens ne seront plus. En fait, c'est un peu le passage de l'enfance à l'âge adulte. Cet environnement sera vraiment hostile et elle aura bien sûr des alliés, forcément. Donc, au début, nouvelle cité, environnement hostile, et ensuite, là, elle va découvrir des alliés. Elle va devenir plus forte.
Et là, peut-être qu'à la fin, elle aura confiance en elle, euh, ou alors là, elle sera, comment dire, acceptée dans son nouvel environnement. Je sais pas. En tout cas, à la fin, je pense que ce sera plus de la confiance, confiance en elle, plus plus. Voilà. Donc c'est un peu flou encore. Je sais pas trop là au stade actuel ce qui va se passer, mais en tout cas, elle aura des choses à combattre. Et ça, c'est plutôt un arc émotionnel, une évolution et un passage de l'enfance à un peu, enfin de l'adolescence à un peu au début de l'âge adulte. Enfin bref, ça va pas durer très longtemps, mais en tout cas, il y aura une évolution émotionnelle sur cet arc-là. Ok? La foire annuelle. La foire annuelle, en fait, dans ce monde, c'est un peu un outil de rassemblement. C'est un outil de rassemblement qui est organisé tous les ans par l'organe de gouvernance de toutes ces cités-là. Et donc là, on va passer un peu sur tout ce qui est contexte. Contexte et surtout les adultes de mon histoire. Je vais écrire en noir. Allez, encore. Là, en fait, on a la foire. La foire. Euh, Comme il y a eu un feu, en fait, là, au début, pendant qu'il y a la foire, il y aura aussi un, comment on appelle ça, ça va se passer en parallèle, mais en tout cas, il y aura un espèce de regroupement secret de de toutes les personnes peut-être qui assurent la sécurité des différentes cités. Et là, ils vont parler du feu et on va s'apercevoir, je pense, qu'il y a eu à d'autres endroits de ce monde, donc dans d'autres cités, des choses similaires. Peut-être pas des feux, mais en tout cas des choses un peu similaires. Foire. Et là, il y aura un espèce de conseil secret. Pendant la foire, je pense qu'il va y avoir des tensions entre les cités, parce que peut-être la cité du savoir va dire à la cité de l'agriculture, vous n'avez pas pris soin de nos objets les plus précieux, c'est c'est quelque chose de mauvais, blablabla. Il va y avoir des tensions. Je pense que oui, on va mettre des tensions, parce que c'est l'objectif de la secte, et la secte, à ce moment-là, commence à réussir à faire ces choses-là. Ensuite, il y aura une accalmie, je pense. Une accalmie. Euh, Tension, accalmie. Peut-être que il y aura encore des conflits, je pense. Des conflits, tensions entre les cités. Peut- Je vais mettre un peu ces informations-là parce que ce sera en parallèle en fait. Quand ici on va découvrir, comprendre et décider d'agir, parce qu'on va découvrir et comprendre que la secte est en train d'essayer de faire des conflits partout dans le monde, bah en fait il faut que on ait un endroit dans le roman où on observe ces conflits, ces tensions-là. Et je pense que c'est plutôt dans le monde des adultes que ça va se passer ici. On va mettre adulte. Donc forcément, ici, je vais avoir besoin de personnages adultes. Donc des conflits, des tensions. Et là, je pense qu'il va y avoir une espèce de règle. euh, il va y avoir une décision qui va tout changer. Une décision qui va changer quelque chose à l'équilibre de ce monde, aux règles qu'on avait juste au début ici dans cette première partie. Il y a des choses qui vont changer. Je pense que je sais, c'est ce que j'avais dit la dernière fois, ou alors peut-être que je ne vous l'avais pas partagé, mais en tout cas, une des décisions qui va tout changer, c'est qu'en fait, dans le monde actuel, c'est seulement les enfants qui ont 15 ans qui partent une année entière, une année entière une année entière dans une autre cité. Et là, en fait, au vu de l'augmentation des tensions et des conflits, et parce qu'on a peur que les peuples soient séparés, et ça, c'est important parce que on avait dit au début que dans ce monde, la plupart des cités veulent un rassemblement. Il y a des gens qui travaillent dont la mission principale, c'est le rassemblement des cités. Donc, je pense que c'est ces gens-là qui font partie du conseil secret euh, qui organisent aussi la foire. Et ben, en fait, ils vont décider que comme il y a de plus en plus de tensions, il fallait rapprocher de plus en plus les gens. Et en fait, là, on décide que les enfants qui ont 16 ans vont aussi passer une deuxième année, pas à l'étranger, mais une deuxième année dans ces autres cités-là. Et là, ça va changer plein de choses. Voilà.
Donc ça, c'est le monde des adultes. Dans le monde des adultes, on a les parents. Donc, on a dit que alors, je sais plus, mais dans le manuscrit, dans ce que j'ai commencé à écrire, ton père est encore parti tôt au palais, demanda Nathan. Donc, c'est Sora, le père de Sora, le père ou la mère de Sora, peu importe. Euh, on va le noter. Donc, voilà, là, on peut voir que j'ai toutes ces histoires-là qui vont se dérouler en parallèle. Ça me fait beaucoup d'éléments. Et en fait, tout ça, ça va me permettre vraiment de détailler mes scènes et de me dire, OK, là, je vais mettre une scène qui parle de mon intrigue. Là, je vais mettre une scène qui parle de cet arc secondaire, là, le bleu. Là, je vais mettre une scène qui va parler à nouveau de l'intrigue. Ensuite, je vais mettre une scène qui va parler de cet arc secondaire qui est gris, là. Ensuite, voilà. Et c'est comme ça que je vais créer mes scènes. Et donc là, avec toutes ces informations-là, je vais le garder sous les yeux. Je vais aller ici, dans ce que j'avais commencé à faire la dernière fois, quand j'ai commencé à créer mes scènes. Et là, en fait, je vais commencer. Donc, alors, la scène numéro 1. Donc, non, alors là, c'est les intrigues principales. L'intrigue principale. Maintenant, on va repasser des scènes. On va partir là de mon schéma où j'ai tous mes arcs secondaires et surtout l'intrigue sous les yeux. Et la direction, surtout le début, la fin. Maintenant que c'est très clair, je vais pouvoir alimenter mes scènes en fonction de mon besoin. Et donc, je reviens sur cette fiche-là que j'avais écrite il y a 2 semaines où j'avais commencé à mettre les scènes. Donc, vous vous souvenez, donc la scène numéro 1, c'est la première page, en fait, finalement, que j'avais construite sous vos yeux. Maintenant, on passe à la suite. On passe à la suite. On va, euh, on va être là. Donc, je suis dans cette zone. Elle a 15 ans et elle anticipe le déplacement à la foire. Et donc là, je pense que la scène pourra commencer encore une fois dans l'environnement habituel de Sora. Euh, la préparation de la foire à l'échelle des foyers. Donc, il y aura peut-être une image de ce qui se passe chez Sora et une image de ce qui se passe chez Nathan, où ils attendent justement le retour du personnage P3. Euh, préparation des affaires de Sora. Ce sera aussi en rapport peut-être avec la spécificité de l'examen qui aura lieu. En rapport avec l'examen, il va vraiment falloir que je statue sur le type d'examen qui va y avoir en rapport avec l'examen. Voilà, en fait, ici, dans la scène 10, l'épreuve, euh, pour l'épreuve, alors j'ai plusieurs choix. Je ne sais pas si vous vous souvenez dans Harry Potter. Dans Harry Potter, la sélection pour aller dans les 4 maisons, ça se fait en une fraction de seconde. On pose le chapeau sur la tête et là, le chapeau décide. On a un peu l'extrême opposé, c'est dans Naruto pour ceux qui l'ont lu ou qui l'ont vu la sélection la sélection en fait pour devenir ninja, c'est un peu plus un examen. Et là, ils ont plusieurs missions et plusieurs tests qui sont de plus en plus difficiles. Et en fait, je pense que c'est pas du tout dans ce type-là d'examen que je vais aller. C'est en rapport avec mon monde. Quand je reviens sur ma carte du monde ici et que je vous disais tout à l'heure que les cités ont été séparées physiquement parce qu'il y a eu plein de gens qui se sont rassemblés à des endroits séparés les uns des autres en fonction de leur ressemblance. Et en fait, c'est quelque chose que j'aime bien, c'est si vous avez déjà entendu parler des valeurs profondes humaines, euh, et en fait, ces valeurs profondes, comme par exemple la découverte, l'échange, et plein de choses comme ça, en fait, c'est des choses qui sont innées chez les individus de ce monde-là, et, euh, et en fait, la sélection de mon épreuve va essayer de regarder les affinités de chacun des enfants de 15 ans et va le placer dans une cité en fonction de cette affinité. Et cette affinité va découler des valeurs profondes de cet enfant. Et là, en fait, dans chacune des cités, les gens se sont regroupés avant la séparation en fonction de leurs valeurs profondes. Et donc, c'est ça qui a créé la spécificité de la cité. Donc, nous, notre cité, c'est la cité de l'agriculture. La valeur profonde, c'est peut-être la croissance, ou alors la transmission, faire pousser des choses. C'est peut-être aussi le bien-être. C'est un truc en rapport avec les plantes. Il faut que j'aille voir. Il y a une grille qui existe. On peut trouver sur Internet des valeurs profondes. Et il faut que je sélectionne celles qui ont un rapport un peu avec l'agriculture et le fait en fait, de prendre soin de la terre, de transmettre à sa descendance une terre de qualité qu'on a travaillé, qu'on a transmis, mais qu'on a hérité aussi de nos parents. C'est un peu autour de ça que sont créées les valeurs de ce monde-là. Et peut-être que dans la cité du savoir, une des valeurs la plus importante,
c'est vraiment la science, la connaissance, la recherche, la compréhension, l'intelligence, c'est des choses comme ça. Et en fait, l'épreuve va classer les enfants, donc là c'est bon, j'ai trouvé, va classer les enfants en rapport avec leurs valeurs profondes. Et là, il y a plusieurs éléments. C'est que ils ont des valeurs profondes qui viennent de leur monde, mais ils ont des sous-valeurs qui ne sont pas beaucoup mises en avant dans leur monde, mais qui sont les valeurs qui sont mises en avant dans un autre espace de ce monde, donc dans une autre cité. Et c'est comme ça qu'on va les choisir, en fait. En fait, l'épreuve va permettre de révéler les sous-valeurs profondes. C'est ça. Ok, parfait. C'est ça qu'on va faire. Ok. L'épreuve va permettre de révéler chez les enfants les sous-valeurs profondes. Donc peut-être que si on classait les valeurs profondes chez chacun de ces enfants, les deux, trois premières, ce sont celles de la cité dans laquelle ils sont venus au monde, mais peut-être que la quatrième, cinquième, sixième sont celles d'une autre cité. Et c'est comme ça qu'on va les sélectionner et on va les placer dans une autre cité. Maintenant, il va falloir que je trouve le moyen de sélection. Là, je sais, donc là, j'ai un peu la grille de sélection, la grille de notes, entre guillemets, mais qu'est-ce qui va faire, quelle est l'épreuve que je vais pouvoir faire aux enfants de 15 ans et qui va conditionner, enfin qui va permettre de révéler leurs sous-valeurs profondes. C'est ça en fait dont j'ai besoin finalement. L'épreuve devra révéler les sous-valeurs profondes de ces enfants. Et quand on étudie un peu ce qui se passe, surtout avec les gens qui aident des personnes à découvrir leurs valeurs profondes, ça passe souvent par des questions. Et ces gens-là nous disent que les valeurs profondes des individus, des êtres humains, sont révélées par leurs choix quotidiens. Donc en fait, l'épreuve devra être faite de choix. Ok, donc je sais que dans mon épreuve, les enfants vont devoir faire des choix. Qu'est-ce que je vais pouvoir inventer? Bon, bah, c'est quelque chose que je vais devoir trouver, une espèce d'épreuve. Si vous avez des idées, mettez-les-moi en commentaire. Mais en tout cas, dans l'épreuve, ce qui va différencier c'est pas des élèves, ce qui va différencier les enfants, ce sont les choix. Et en fait, face à différentes épreuves, chacun des enfants va choisir. Et en fonction du choix, c'est ce qui va révéler sa sous-valeur profonde. Et c'est comme ça qu'ensuite, on va le placer dans une cité parce que ces sous-valeurs profondes correspondront à cette cité. Et voilà, c'est bon, je sais. Non, enfin, je sais pas encore comment va se dérouler la scène, mais j'ai clarifié donc cette histoire d'épreuve. Mais bon, je verrai plus tard. Là, c'est un peu difficile à trouver tout de suite, mais je vais avancer sur les autres sujets et ça, j'y reviendrai plus tard. Voilà, ok, super, super, super. Maintenant, je reviens à mes arcs secondaires. Oui, donc ici, dans le monde des adultes, il n'y a pas encore d'informations ici, mais donc je vais devoir ajouter ici euh, une discussion au travail, euh, au travail d'un des parents de Sora sur le feu. Ok, donc là on a une discussion au travail d'un des parents de Sora sur le feu. J'ai aussi, tout à l'heure, je vous parlais du thème du rassemblement avec les constructeurs. Je pense que euh, les parents de Nathan, donc un des parents de Nathan, discussion entre Nathan et un de ses parents, qui est constructeur. Ok, constructeur de pont dans le sens où j'ai expliqué au début de cette vidéo, le pont avec les espèces de pavés pour rassembler les peuples. Donc voilà, là on va venir insérer mon thème à travers une discussion entre Nathan et un de ses parents. Ensuite. En fait, je me demande si je vais pas faire mourir quelqu'un. Je ne sais pas si je le fais mourir à cause du feu ou autre chose, mais en fait, ça va me permettre d'expliquer la notion dont je vous ai parlé au début du roman, dans laquelle, quand quelqu'un meurt, il se transforme en pavé pour faire un pont, pour compléter le pont. Je sais pas. Je sais pas. Ça veut dire qu'il faudra qu'il y ait un enterrement. Euh,
peut-être plus entièrement. Pour expliquer. Parce que là, on est encore dans la partie 1 et on est encore donc en train d'expliquer le contexte de ce monde. Donc là, ça permettrait d'expliquer tout ça. Plus entièrement de quelqu'un, on ne sait pas encore qui c'est. C'est pas quelqu'un d'important pour les personnages, mais c'est peut-être quelqu'un de la ville. C'est peut-être quelque chose qu'on va expliquer plus tard. Pour expliquer les pavés du pont. Voilà. Très bien. Ensuite, arriver à l'endroit où la foire se déroule. Donc là, c'est très bien parce que ça va me permettre d'introduire une nouvelle cité. Et cette cité, c'est celle qui produit des bateaux, des espèces de bateaux. Je ne sais pas encore si c'est des bateaux un peu comme ce qu'on imagine ou un autre outil qui ressemble à des bateaux et qui permet de se déplacer dans le monde et qui permet de se déplacer dans le monde. Je ne sais pas encore qui, qui, euh, qui a comme valeur le voyage, le déplacement. On va dire que c'est cette cité qui fournit l'ensemble des bateaux et des moyens de transport à toutes les autres cités. Super. Et donc cet endroit unique, en fait, c'est ce que je vous montrais au début sur la carte. Euh, c'est une cité. Parce que je me demandais la dernière fois si ça allait être une cité, si ça allait être un endroit parmi les cités qui n'est pas du tout une cité, peu importe. C'est une cité et dont la valeur profonde est le partage, l'échange. Et c'est logique parce que si leur valeur profonde, c'est le partage, l'échange, c'est normal que ce soit eux qui organisent la foire, qui ont envie que tout le monde vienne chez eux, qui ont envie justement de favoriser cet échange sur leur propre sol avec des gens qui viennent de différentes cités et qui se rencontrent. Donc oui, leur valeur profonde, elle doit être liée à leur activité principale. Super. Ok. Faire la fête. Là, en fait, je me suis imaginé que quand tout le monde arrive, en fait, il y a une espèce de fête. Mais en fait, j'ai un peu visionné ça. Ça me fait un peu penser à Paris. Il y a ce qu'on appelle la cité universitaire. Donc, il y a ceux qui connaissent, ceux qui ne connaissent pas. Mais en fait, dans cette cité universitaire, il y a les maisons de différents pays. Et en fait, il y a la maison peut-être de l'Angleterre, la maison de la Norvège, la maison, je sais pas, de l'Inde. Je suis pas sûre, mais bon, bref, vous comprenez l'idée. Il y a plusieurs maisons en fonction des pays. Et chacune de ces maisons à l'architecture du pays. Et en fait, c'est un peu le dortoir des étudiants étrangers qui viennent de ces pays-là quand ils sont en train d'étudier à Paris. Et, euh, et en fait, je pense que quand quand on arrive donc dans cette cité du partage, il y a un espèce de village, un village par cité. Donc, il y a le village du savoir qui reprend un peu les codes architecturaux de la ville du savoir. Il y a la cité un peu de l'agriculture, non, le village de l'agriculture qui reprend un peu les codes architecturaux de cette. Et en fait, chacune des cités, enfin, toutes les personnes de la cité qui vont à la foire vont justement résider temporairement le temps, euh, de, le temps de l'épreuve et de la foire dans cette zone-là. Faire la fête, découverte des quartiers, villages de chacune des cités où les arrivants vont résider durant la période de fête. Ok, ok. Ensuite. Et donc là, Sora se met à la recherche de P3. Comme on l'a dit, dans cet arc secondaire bleu, on est au moment où Sora espère revoir P3. Donc en fait, quand elle arrive, elle n'a qu'une envie, c'est de retrouver son ami. Se met en quête de revoir P3. Ok, et là, on arrive au moment où Sora voit P3. On est encore dans cet arc-là, dans cet arc bleu. Sora voit P3 qui ne fait pas attention à elle. Elle éprouve de la tristesse. Il ne fait pas attention à elle parce que maintenant on sait, parce qu'il est occupé.
C'est ce qu'elle pense, hein. La réalité sera tout autre. Mais je le dirai plus tard. Donc, parce qu'il est occupé avec ses nouveaux amis. Ça, c'est le point de vue de Sora. Et a oublié ses anciens amis. Ça, c'est ce qu'elle pense, elle. Et en fait, moi, je vais insérer en fait une scène de bug. Non. En fait, c'est P3 qui bug quand il revoit Sora. Lui aussi, en fait, on apprendra par la suite, mais Sora ne le sait pas encore. Lui aussi avait qu'une envie, c'était de la retrouver. Sauf que quand il la retrouve, il bloque en fait physiquement. Il y a quelque chose qui se passe en lui qui fait qu'il ne peut pas aller voir son ami. Et il a envie de la revoir, mais il y a quelque chose qui le bloque. Il commence à ressentir des émotions différentes parce que maintenant il a 15-16 ans. Et en fait, il y a quelque chose qui le bloque en tout cas. On verra l'évolution P3 est bloqué. Sauf que nous, quand on assistera à cette scène, on y assistera à travers les yeux de Sora. Et donc on ne saura pas ce qui se passe mentalement dans P3 dans ce personnage-là. Mais là, en fait, dans la partie 2, quand on sera en pleine discussion et qu'ils vont reparler ensemble, peut-être qu'on comprendra. Enfin bref, ou alors vers la fin du roman. Mais voilà. Vous voyez que là, j'aurais pas pu me lancer dans la rédaction de ces scènes sans avoir clarifié tout ça. Parce que j'ai besoin de plein d'informations pour que je puisse visualiser ces scènes-là et m'immerger, et surtout m'immerger dans la tête des personnages pour pouvoir décrire les scènes et toutes ces choses-là que je suis en train de vous mettre à travers leurs yeux. Et je ne peux pas les inventer si j'ai pas encore toutes les informations. Bien sûr que je peux les écrire, mais elles seront uniquement partielles au stade où je les écris parce que j'ai pas tous les détails. Mais au fur et à mesure, je viendrai ajouter des détails. Mais déjà là, depuis 2 semaines, j'ai beaucoup plus de détails et je peux vraiment commencer à les écrire. Voilà. Là, Sora retourne auprès de ses parents et est triste, forcément. Et est triste, voilà. Et ne veut plus aller dans la même cité que P3. Alors qu'au début du roman, elle le voulait. Ensuite, euh, peut-être qu'il y aura une discussion philosophique avec un de ses parents sur les amitiés. Voilà, donc ensuite, elle est triste. Un de ses parents discute avec elle pour qu'elle se sente mieux en lui parlant de l'amitié, en lui donnant peut-être des leçons de rassemblement, de choses comme ça, en lui disant peut-être que elle se fera des nouveaux amis dans la nouvelle cité où elle ira. Ensuite, là, c'est le moment d'aller se rassembler parce qu'il y a un discours officiel, le discours de la cité qui accueille. Le discours est prononcé par le chef. Je ne sais pas encore si c'est des chefs, des présidents, des ministres, des choses comme ça. Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a le boss de cette cité. Pour l'instant, on va dire que c'est le chef. On trouvera sa fonction au fil du temps, mais pour l'instant, c'est pas important. Le discours est prononcé par le chef de la cité qui accueille. Ensuite, on a le début des festivités. Je pense que là, j'imagine un peu pas un marché de Noël, mais vous voyez, donc il y a plein de stands et chaque stand a un étalage de choses différentes. J'imagine un peu un endroit où chacune des cités va mettre en avant des choses et les gens pourront se balader autour de ça, autour de justement des différents étals, goûter des choses, découvrir des outils, des trucs comme ça. Mais en tout cas, chacune des cités aura un stand. C'est pas un stand parce que c'est quelque chose de plus important, mais un... peut-être que chacune des cités aura un hangar propre à elle, avec plein de choses qu'elle expose. Et en fait, les gens, et nos personnages surtout, vont se balader à travers chacun des stands. On va dire que c'est un stand, sauf que c'est pas un stand, c'est quelque chose de plus gros. Chacun des stands de chacune des cités. Et c'est ça un peu le décor, le contexte dans lequel on sera à ce moment-là.
Un peu comme dans une exposition ou dans une foire ou dans un salon, mais avec des zones très très grandes par cité. Ok, donc ça c'est le contexte, c'est le décor. Je pense que mes personnages se baladeront et on verra ça à travers leurs yeux. Euh, Bah, c'est très bien, comme ça en fait la scène 8 et 9 en fait c'est un peu la même chose. Voilà, et donc le lendemain, et le soir, on va dire que le soir c'est la fête, donc c'est un espèce de dîner festif. Ok, et là, le lendemain, on va commencer l'épreuve. Au coucher du soleil, parce que s'ils font la fête la veille, ils vont pas se lever tôt. Et donc, en fait, il y aura l'épreuve qui va démarrer au coucher du soleil. Ok, et là, je sais pas, il faut qu'il y ait un enjeu dans l'épreuve, il faut pas que ce soit trop facile, il faut que les enfants appréhendent un peu cette épreuve, pas comme quand on appréhende un examen, parce que si on a une mauvaise note, ça va mal se passer, mais plutôt une vraie peur, peut-être, pour mettre comme c'est un roman avec des personnages jeunes, je veux quand même mettre une espèce de couche de mystère un peu sombre, parce qu'en fait, ça permet d'introduire la secte. Mais en tout cas, il faut que je trouve cette épreuve. C'est pas encore clair dans ma tête, mais là, je vais trouver. Et en parallèle, les parents s'absentent. En fait, c'est un des parents de Sora qui va s'absenter pour participer au conseil. Ici, le conseil, pendant la foire, le conseil secret. Ok, et donc, quand je reviens ici sur mes arcs secondaires, je vois qu'en fait, il doit y avoir des conflits. Donc, euh, peut-être que là, je vais mettre quelque chose avant l'épreuve, je pense, pendant la fête, je sais pas, mais on va peut-être mettre un espèce, c'est pas un attentat, mais en fait, c'est encore une action de la secte qui va mettre le feu. Mettre le feu ou détruire, ou je sais pas. Encore une fois, le feu. Comme ça va faire écho à ce qui s'est passé sur la cité de l'agriculture. Ok, un des hangars exposés d'une des cités, celui d'une autre cité. Donc pas celle de la cité du savoir, mais encore une autre, à définir. À définir, je ne sais pas encore, mais voilà. Encore une fois, pour créer du conflit. Pour créer du conflit. Et là, en fait, c'est peut-être à cause de ça qu'on va créer un conseil d'urgence, que quelqu'un va créer un conseil d'urgence sur place en prenant tous les membres des différentes cités qui font partie un peu du gouvernement pour, euh, pour décider je sais pas, pour calmer les choses. Et donc, en fait, je vais voir ici, je vais dire qu'il y a des tensions. Quand est-ce qu'on arrive? Ok. Et là, on remarque des tensions entre certaines cités. Et ça, c'est quelque chose que les enfants ne vont pas remarquer, mais les parents vont en parler. Euh, et en fait, on va entendre des échos de ce qui s'est passé dans les autres cités. Et je pense qu'à ce moment, le lecteur va se dire, OK, il y a eu le feu dans la cité de l'agriculture, mais c'est peut-être pas le seul événement qui s'est passé. Et on va apprendre qu'il s'est passé d'autres choses aussi terribles dans d'autres cités. Voilà. Et à ce moment-là, personne ne connaît l'existence de la secte. Personne, personne, personne. Et donc, c'est peut-être le moment, pour moi, de mon côté. Donc, en fait, là, je vais retirer, c'est plus le chapitre 1, c'est la partie 1. Et après, je définirai, bien sûr, par la suite, qu'est-ce qui fait partie du chapitre 1, du chapitre 2, mais pour l'instant, c'est pas important. Je vais juste vraiment travailler ma partie 1. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ok, ok. On y retourne, on y retourne, on y retourne. Et là, je vais peut-être insérer quelque chose
quelque chose qui montre qu'il y a un groupe, parce que à l'heure actuelle, on ne sait pas que c'est une secte, un groupe un groupe secret qui, qui projette de faire quelque chose de mal. Je suis pas encore sûre, mais on va voir ce qui se passe. Ok, je vais dire que c'est une idée, ça. Ok, idée. Voilà, donc là, on a plein d'éléments. Mais ensuite, ensuite, on teste les enfants avec des épreuves. Non, ça, on avait déjà dit que c'était là. Ok. Ensuite, alors, j'ai pas encore, je sais pas ce qui va se passer pendant mes épreuves, mais en tout cas, toujours est-il qu'à un moment donné, ces épreuves vont s'arrêter. Et là, on a Sora qui est placée dans une cité. On ne sait pas encore laquelle, mais en tout cas, ce sera une cité qui sera hostile envers elle. Et donc, mais il faudra aussi voir que c'est en rapport avec ses valeurs, ses sous-valeurs profondes. Donc, ça c'est encore un peu flou. Je vais le décider plus tard. Mais en tout cas, je reviens ici. Une fois qu'elle est dans cette nouvelle cité, ok, donc au revoir à ses parents. Départ pour la nouvelle cité, en bateau toujours normalement, comme elle est arrivée, mais du coup un bateau différent. Euh, rencontre des autres enfants. Arrivée, donc là on assiste à son arrivée dans cette nouvelle cité. Installation, début, début des, des problématiques, parce qu'on a dit que c'était un environnement hostile. Début de la formation. En fait, dans chacune des cités, ils vont apprendre les compétences de cette cité. C'est l'intérêt. Et là, c'est là où on arrive toujours dans les romans où c'est la période un peu de routine, où on la voit dans sa vie quotidienne, dans sa nouvelle vie quotidienne. Ok. Euh, et là, elle a des opposants, parce qu'on a dit que c'était un environnement hostile. Il y a des gens qui vont vouloir. Alors, peut-être que c'est je sais pas encore qui c'est, mais on verra. Et là, elle va trouver un allié. Adulte, je pense. Plutôt adulte. Elle va se faire un allié plutôt adulte. Voilà. Donc, ça, c'est ce qui attend Sora. Ça va pas se passer dans la scène 11, mais en fait, c'est ce qui va se passer par la suite. Ok. Ensuite, je pense que je vais accélérer tout ça. Je vais accélérer tout ça. Je pense que la décision qui va tout changer, celle qui dit que les enfants de 16 ans vont aussi aller dans d'autres cités, ça va aussi arriver dans la première partie. Et en fait, dans la partie 2, donc P3, qui lui a déjà passé une année entière dans sa cité, la cité différente, alors qu'il était censé rentrer chez lui, il apprend qu'il va devoir passer une seconde année ailleurs, dans une autre cité. Et ça, c'est la décision a eu lieu à la fin du conseil. Ok. P3 apprend qu'il va devoir passer une nouvelle année loin de ses proches. Voilà. Et là, je ne sais pas encore si, s'il va y avoir un mois entre les deux, je ne sais pas. Ou alors, peut-être qu'ils vont autoriser ces enfants à rentrer chez eux, passer un mois auprès de leurs proches dans leur cité et puis ensuite revenir. Je ne sais pas encore. À définir. Temporalité à définir. Ok, alors comment je peux avancer encore là-dessus? Donc 15 ans, la foire, le test, nouvelle cité, environnement hostile. Elle va avoir un allié, elle va devenir plus forte. Bon, ça va être la suite. P3 qui est aussi un personnage principal. Apprend qu'il va devoir passer une nouvelle année loin de ses proches. Ok, très bien. La secte va avancer et commencer euh, et commencer euh, et commencer.
à sortir de l'ombre, peut-être. Il faut qu'on avance là sur notre intrigue, découvrir, comprendre et agir. Et, euh, et en fait, il faut qu'il y ait un système d'information qui arrive chez Sora pour qu'elle comprenne, en fait, pour qu'elle comprenne ce qui se passe et quelle est des informations au niveau de la secte. Peut-être que, en fait, Sora va découvrir un endroit caché dans la zone où elle est, sans savoir que c'est une secte. Ok, ok, ok. P3, en fait, il va faire la même chose de son côté. Il va pas découvrir un endroit caché, mais euh, il va commencer à, à comprendre des choses. Il va être en colère, peut-être, et va commencer à comprendre des choses sur le fonctionnement du monde. Et là, on a oublié un personnage fondamental, Nathan, notre... c'est pas ici qu'on l'a mis, mais ok. Et en fait, il faut pas oublier Nathan là-dedans. Nathan, je pense que lui, qui est resté dans son monde, dans sa cité, commence à avoir des gros problèmes arriver. Et en fait, Nathan, lui, il va continuer de communiquer et communique avec Sora. Ok, donc Nathan, en fait, c'est le lien entre Sora et c'est le lien indirect entre Sora et P3. Ok, et c'est peut-être comme ça que P3 décide de parler à Sora parce que... Ah, ok, très bien, c'est bon, je viens de comprendre un truc. En fait, P3, qui de son côté va apprendre des choses, va les partager à son confident Nathan, je pense, hein. Et en même temps, Sora, qui ne peut plus parler à son ami P3 parce que visiblement ils ne sont plus amis, va aussi parler à Nathan. Et c'est Nathan qui va faire le lien entre les messages de P3 et de Sora et va essayer de voir qu'il y a des similitudes. Et il va les pousser à communiquer entre eux. Très bien, ok. Donc en fait, il va y avoir une phase d'échange épistolaire, je pense, entre Nathan et P3 et Nathan et Sora. Nathan va commencer à avoir Nathan va commencer à avoir des rapprochements, euh, des rapprochements. En fait, c'est Nathan qui va contribuer à comprendre un peu ce qui se passe et ce qui se trame. Et en fait, Nathan va aussi être l'intermédiaire parce que Nathan va parler, va savoir ce qui se passe dans sa cité suite au feu. Parce qu'en fait, on va dire que Nathan va espionner ses parents et va apprendre certaines informations. Ok, des adultes de ce monde. Très bien. Ok, donc là, on a d'informations. Et c'est comme ça que, à travers ce que Sora découvre de son côté, ce que P3 découvre de son côté et ce que Nathan découvre aussi de son côté, tous les trois vont comprendre ce qui se passe et tous les trois vont comprendre que la secte a décidé d'avancer plus vite vers son objectif et que la secte prépare quelque chose. Je ne sais pas encore ce que la secte prépare, mais en tout cas, on va le découvrir plus tard. Mais eux vont le découvrir pour nous. Et, euh, et une fois que c'est bon, ils vont décider d'arrêter la secte.
Oui, voilà, la secte va avancer et commencer à sortir de l'ombre. Nathan, Petra et Sora vont découvrir leur dessein et vont décider d'agir. Ok, je vais revenir à un personnage intéressant, c'est l'allié de plutôt adulte. En fait, on m'a suggéré en plus que cet allié, enfin, que ce serait bien de mettre un adulte qui joue un double rôle. Là, bah, je pense que cet allié sera plutôt un membre de la secte. C'est un membre de la secte, et c'est peut-être même lui qui a mis le feu, en fait, finalement. Il a mis le feu, et c'est pour ça qu'en fait, là, je vais ajouter quelque chose dans ma scène. C'est qu'en fait, là, euh, ok, elle entend des hurlements parce qu'il y a le feu, mais en fait, je pense que euh, quelqu'un qui s'enfuit de la zone, et en fait, c'est un membre de la secte, se cogne et la fait tomber. Elle n'arrive pas à voir, elle n'arrive pas à voir son visage. C'est utile, c'est très bien. Elle n'arrive pas à voir son visage, mais en fait, c'est le membre de la secte. Ok, très bien. Et là, on va le mettre d'une autre couleur, comme ça, je me souviendrai de le changer. Et en fait, c'est lui, en fait, c'est cet allié. Cet allié-là, où est-il? C'est lui. Et je pense que lui, au début, euh, il vient du monde où se trouve, où Sora a été placée. Et en fait, en la voyant, il se dit, mince, elle risque de me reconnaître. Et ce qu'il décide de faire, c'est de se rapprocher d'elle, juste pour découvrir déjà si elle l'a vue, si elle a identifié son visage quand il s'est cogné. Elle le sait pas, mais lui, c'est ce qu'il cherche à comprendre. Et au bout d'un moment, il se rend compte il se rend compte qu'elle sait pas du tout que c'est lui. Et du coup, comme il a mis du temps et qu'une espèce d'amitié s'est construite entre eux, surtout dans la tête de Sora, euh, en fait, il se dit que ok, il va garder cette amitié et que peut-être qu'il pourra s'en servir à son avantage et peut-être même qu'il va tenter de manipuler et qu'il va réussir à manipuler Sora justement pour aider un des objectifs de la secte. Je sais pas encore lequel, mais voilà. En tout cas, cet adulte qui se présente comme un allié, en fait, c'est un membre de la secte. On verra si, s'il est vraiment méchant, si c'est un, ou si c'est plutôt un personnage ambivalent, c'est un méchant qui devient gentil, je sais pas trop. Mais en tout cas, c'est lui qui a mis le feu. Donc je pense qu'on va choisir ça. Très bien, très bien, très bien. Et voilà, en fait, finalement, maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est transformer tout ça en scène du quotidien, en scènes qui font avancer mon énigme, en parlant aussi de mon monde. Et là, il va falloir que je commence à rédiger. Donc, là, je vais m'arrêter ici aujourd'hui. Il y a eu plein d'informations sur le monde. Et là, en fait, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est rédiger. Je vais passer donc à la phase de rédaction et je vous présenterai donc la semaine prochaine. C'est parti que j'ai rédigé et je pense que en rédigeant, en écrivant justement les scènes, il va y avoir tout un tas de choses qui vont apparaître, qui vont se solutionner. Et l'idée maintenant, c'est que comme j'ai toute mon intrigue et j'ai quasiment toute l'évolution de mon histoire, j'ai plus qu'à écrire et en fonction de ce que je vais écrire, je vais avoir plein de choses inconnues pour lesquelles je vais devoir faire des recherches. Et en fait, au fur et à mesure, les scènes vont se construire. Et donc, la semaine prochaine, j'espère vous présenter mes premières scènes écrites et surtout toutes les nouvelles idées que j'ai eues. Et donc, merci d'avoir visionné. Surtout, là, il y a eu plein d'informations. Surtout, mettez vos commentaires, vos idées, si vous avez des noms pour les citer, si vous avez des remarques et surtout dites-moi ce que vous pensez de l'intrigue, s'il y a des choses à ajouter, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine pour voir les scènes écrites.